Retour sur le plateau de politique, toujours avec Ramayad, secrétaire d'État au sport. Nous en avons parlé dans cette première partie au sens strict du mot. Maintenant, on va parler politique avec vous parce que vous restez néanmoins une femme politique. Et d'ailleurs, vous êtes un peu la médaille d'or, pour rester dans la métaphore sportive, médaille d'or des sondages. Vous avez 59% d'opinion favorable par les Français. Vous êtes toujours la chouchoute du gouvernement et mais là, ces derniers temps, vous avez été détrônée par Jacques Chirac ou Dominique Strauss-Kahn. Mon Dieu, que se passe-t-il? Oui, quel drame. C'est un drame. Bah oui, comme il semblerait que je l'avais détrôné le mois précédent, cette fois il me détrône. Est-ce que c'est si grave? Oui, ça ne va pas vous empêcher de dormir. Ce qui est paradoxal, c'est qu'effectivement, vous avez adopté, enfin, je ne sais pas si c'était fait exprès, si ça a été de l'impulsivité, vous avez cette image de femme rebelle. Et objectivement, vous en avez fait qu'à votre tête avec Nicolas Sarkozy. Non mais c'est vrai, quand on compare avec Rachida Dati, qui a eu le petit doigt sur la couture du pantalon, qui est allé bien sagement au Parlement de Bruxelles, vous avez refusé. Vous avez refusé d'aller dans le Val d'Oise, vous vouliez aller dans les Hauts-de-Seine. Mais attendez. Vous avez fait ce que vous voulez. Non, pas du tout. Je n'ai pas refusé d'aller dans le Val d'Oise. Je suis élu dans les Hauts-de-Seine. Vous paraissez logique, c'est ça? Je suis élu conseillère municipale dans les Hauts-de-Seine. Je ne sais pas, donc vous restez dans le département où vous êtes élu, par respect des électeurs et des militants, ou tout d'un coup vous partiriez dans un autre département où vous n'avez aucune attache, vous ne connaissez personne, où les gens sont bien installés, ont leur petite vie. Vous débarquez, vous leur dites écoutez, on m'a demandé de venir ici. C'est bizarre, c'est pas la politique ça. Est-ce que Nathalie Kosciusko-Morizet, on lui a demandé de quitter l'Essonne pour aller en Seine-Saint-Denis? Est-ce que Valérie Pécresse, on a demandé de quitter les Yvelines pour aller dans le Val-de-Marne? Bon, voilà, c'est juste par souci de cohérence et c'est ce qu'a défendu la tête de liste régionale, Valérie Pécresse. Mais Nicolas Sarkozy ne m'a jamais proposé, donc je n'ai dit non à rien du tout. Mais Nicolas Sarkozy ne m'a jamais proposé cela. Attends, jamais de la vie. Jamais. Donc je ne sais pas pourquoi on dit que je lui dis non, pas du tout, puisqu'il ne m'a jamais demandé. C'est vrai que les Européens... Vous l'avez énervé plusieurs fois. Vous l'avez énervé sur l'affaire Kadhafi, vous l'avez énervé sur le fait de... C'est pas très politique ce que vous dites là, je trouve. Pas très quoi, politique? Pas très politique. Énervé, ça veut dire quoi? Il vous a pas convoqué à un moment pour... Oui, après l'affaire Kadhafi, oui. Après que Oui. Enfin, j'étais secrétaire d'État aux droits de l'homme. On était le 10 décembre, jour des droits de l'homme, international des droits de l'homme. Je recevais tous les opprimés de la planète aux droits de l'homme pour leur remettre le prix de la République française pour leur courage face au régime qui les oppressait. Et j'étais secrétaire d'État aux droits de l'homme. Donc j'ai juste rappelé les principes... Ça servait à rien ce ministère, objectivement, à quoi vous avez servi? J'ai rappelé juste ce jour-là les principes fondamentaux des droits de l'homme et j'en étais très très fière. Et tous les observateurs s'accordent à dire que j'ai un bon bilan au ministère des droits de l'homme. C'était pas facile. Non. Parce que c'était la première fois que ce poste existait. Parce que... Mais c'est un poste qui sert à rien, on est d'accord. Je débutais en politique. Et donc, j'ai fait beaucoup de choses là-bas. On peut passer du temps dessus si vous voulez, pour que je parle du bilan. Mais c'est pas bien de dire que ça ne sert à rien, les droits de l'homme. Et ceux qui l'ont dit l'ont payé. Donc, je pense que quand il s'agit d'être auprès des souffrances du monde, regardez Haïti aujourd'hui, c'est les droits de l'homme, excusez-moi. Quand il s'agit d'être aux côtés du peuple tibétain, vous ne pouvez pas dire que ça ne sert à rien. Quand il s'agit d'être du côté c'est le ministère de l'indignation, mais... C'est faux, et des interventions humanitaires aussi. Alors qu'est-ce que vous avez fait qui a changé? Bon, là, écoutez, ça fait quand même 7 mois que je suis passée sur un autre ministère, mais enfin, si vous êtes bon journaliste, vous avez dû suivre, et je pense que beaucoup de vos collègues ont suivi, sur la Birmanie, adoption de résolution aux Nations Unies, au Conseil des droits de l'homme, sur le Congo, adoption de résolutions aux Nations Unies. J'ai mis beaucoup de monde sur la table, les grandes nations, les grandes puissances mondiales sur la table. Adoption, je me suis beaucoup battue pour un plan sur l'adoption. Sur la question de l'homophobie, j'ai lancé le premier congrès international contre l'homophobie et amené des États à se rallier à une charte contre l'homophobie aux Nations Unies. C'était la première fois dans l'histoire.
Attendez. Non, mais vous êtes sensibilisé sur les droits de l'homme, donc je vais... Non, Attendez, mais vous ne pouvez pas dire un truc et puis espérer tourner la page comme ça. Je vais vous répondre. Non, je vous demande... Puisque vous posez des questions sur à quoi ça servait. Je veux aller jusqu'au bout. On peut continuer. Oui, mais on comme va pas ça. faire le catalogue. Mais puisque vous êtes mal informé, je ne suis pas mal informé. Je vous demande ce que vous en avez retiré. Il me semble qu'à un moment, lors d'un entretien privé que nous avions eu, vous m'aviez dit que parfois vous vous sentiez fatigué et désespéré de ne pas pouvoir lutter contre la misère, cette misère-là, et que vous disiez que vous aviez l'impression de ne pas aller plus loin, pas pouvoir aller plus loin. Mais c'est normal. Vous avez vu ce qui se passe dans le monde. Vous avez vu le nombre de conflits. Vous avez vu le nombre de personnes qui meurent de faim. C'est abyssal. Vous avez vu les séismes. Vous avez vu les régimes oppressants qui existent dans le monde. Oui, c'est ça. On n'en fait jamais assez. Et même en tant que Français, en tant qu'Européens, on n'en fait pas assez. Oui, il y a de l'indignation à avoir, parce que l'indignation, c'est pas quelque chose d'évident. Alors, est-ce que vous êtes indigné par les Kurdes, et la façon... Attendez, je termine. Ah non. Oui, les malheurs du monde sont inépuisables et je ne me satisferai jamais. Et en tant qu'ex-secrétaire d'État aux droits de l'homme, sans successeur, comme vous l'avez dit, donc c'est-à-dire éternel secrétaire d'État aux droits de l'homme, mes indignations sont continues, mes frustrations sont continues, et parce que c'est ça qui me donne envie de vivre et d'agir. Et c'est ça qui motive les ONG, les avocats, les journalistes qui travaillent pour aller chercher l'information. Les associations humanitaires, oui, elles sont indignées, oui, elles sont frustrées, et oui, elles sont déterminées. Et c'est ça, les droits de l'homme. C'est un combat permanent. Alors, justement... Et c'est pour ça que je vous ai dit ça, et je le confirme. Alors, donc, ma question, sur ces 123 Kurdes... Et je continue à faire des droits de l'homme au sport, à travers le Fonds sportif pour la protection de l'enfance dont je vous ai parlé. Revenons à ces Kurdes, donc, qui ont été libérés par les juges, une affaire quand même qui a été mal gérée, puisque ils n'ont pas été en garde à vue avant le centre de rétention. Nicolas Sarkozy a dit qu'il fallait les raccompagner, ceux qui n'auraient pas le droit d'asile. Que faut-il faire de ces 123 Kurdes ? Écoutez, moi, sur ces sujets, je ne peux m'exprimer qu'avec beaucoup de précautions parce que je ne suis pas ministre de l'immigration et je n'ai pas les détails des conditions dans lesquelles ils sont arrivés et dont leurs dossiers sont traités, du fait que je ne suis pas au ministère de l'immigration. Donc je suis assez prudente dans ce que je peux dire et qui relève des principes fondamentaux. La première chose, c'est vrai qu'il y a une politique d'immigration en France qui est fondée sur un principe de fermeté lié en particulier à cette crise économique que nous vivons, qui fait que le gouvernement a choisi d'appliquer une politique de fermeté. Voilà. Et de dire, nous sommes en période de crise, on a un chômage élevé, une crise immobilière. Donc vous dites comme Michel Rocard, on ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Donc les frontières ne sont pas ouvertes à 100%. Ça, c'est vrai. De l'autre côté, le droit d'asile est un principe sacré en France, révolutionnaire, qui date de l'époque de la Révolution française. Et les Français y tiennent. C'est-à-dire que quand vous êtes opprimé dans votre pays, pour des raisons non pas économiques, mais des raisons purement politiques, parce que vous risquez votre vie dans votre pays, effectivement, la France, pays des droits de l'homme, vous ouvre les bras. Ça, c'est un principe important. Et moi, lorsque j'étais aux affaires étrangères, j'appliquais systématiquement ce principe. Si Taslima Nasrine vit aujourd'hui... Donc ils ont droit... Si Taslima Nasrine vit aujourd'hui à Paris, c'est parce que j'ai lutté pour qu'elle vive à Paris, pour lui trouver un logement, pour lui trouver ce droit d'asile. Et je l'ai fait pour beaucoup d'autres gens, pas forcément en médiatisant les choses. Ensuite, d'autre part, s'agissant des Kurdes en question, le droit va s'appliquer, bien évidemment. Et le droit, il doit s'appliquer dans toute sa rigueur, c'est vrai, mais également dans toute son humanité. Et l'humanité du droit français repose sur l'application que nous avons comme devoir de faire des principes du HCR, c'est-à-dire des principes humanitaires. Donc ça veut dire qu'il faut vérifier l'identité des Kurdes en question. Est-ce qu'ils sont Kurdes? D'où est-ce qu'ils viennent? De Syrie, d'ailleurs. Quel âge ils ont? Parce que les mineurs ne sont pas traités de la même manière que les majeurs. Et tous ces éléments ne sont pas faciles à déterminer. Et c'est pour ça que les associations, la HCR, sont impliquées dans ce processus d'identification pour qu'après le droit puisse s'appliquer. C'est vrai dans Mais il faut accorder le droit d'asile s'ils répondent aux critères. Quand quelqu'un risque sa vie, en général, le droit d'asile s'applique. Voilà. Alors, comme je ne connais pas l'état civil des personnes en question, je ne peux pas vous dire s'ils ressortissent du droit d'asile ou non, mais en tout cas, le droit d'asile s'applique lorsque, effectivement, les personnes renvoyées risquent leur vie. On va parler de la burqa et du niqab, enfin du voile intégral, parce que la burqa, soyons honnêtes, il n'y en a pas beaucoup sur le territoire français, on va dire plutôt le niqab ou le voile intégral. Donc la remise du rapport de la mission parlementaire, où finalement ça a donné lieu à
Est-ce que des députés s'écharpent, même devant les journalistes? C'était même ahurissant cette semaine. Votre position là-dessus, certains demandent une loi totale d'interdiction du voile intégral. Quelle est votre position? Je vais faire un mauvais jeu de mots, votre religion là-dessus. C'est pas... la question du voile intégral est un sujet difficile. Difficile parce que se pose la question de l'égalité homme-femme. Pour moi, d'abord. Ensuite, important parce que se pose la question de la laïcité. Voilà. Et à ces deux titres, je trouve que la burqa ne respecte, par son caractère obligatoire, ne respecte ni le principe d'égalité homme-femme, ni les principes fondamentaux de la laïcité dans notre République. Mais tout le monde est d'accord là-dessus. Donc je considère que la burqa n'a pas sa place. En fait, elle n'a sa place nulle part au regard de ce double principe. Et est-ce qu'il faut l'interdire? Moi, je pense que la solution qui consiste à adopter d'abord une résolution, puis ensuite de passer à une disposition législative est intéressante. Parce que la résolution permet au Parlement d'affirmer les principes républicains qui fondent la position de la commission qui a enquêté sur la burqa. Une résolution permet d'arracher l'unanimité. Oui, mais sur les bancs de gauche comme de droite. Et sur des principes aussi fondamentaux que l'égalité homme-femme et la laïcité, je crois qu'il n'est pas inintéressant que la classe politique se présente dans son ensemble devant les Français pour rappeler ces principes fondamentaux. C'est pour ça que la résolution est un D'abord une résolution, la loi c'est trop... Après la loi, pourquoi pas? Mais simplement, moi je pense qu'il est important de veiller à l'application de la loi. C'est-à-dire, on ne se fait pas une loi pour se faire plaisir, on fait une loi parce qu'elle est applicable. Donc moi ce que je pense, c'est que... Elle est difficilement applicable. On pourrait appliquer la loi sur le voile qui existe déjà, le voile à l'école. On pourrait l'appliquer pour la burqa dans les services publics aussi. Dans les administrations, par exemple. Ce qui pose problème, c'est la rue. Ce qui pose problème, c'est la rue. Et là, je vous avoue que je ne me suis pas encore fait une religion, comme vous dites, parce que c'est compliqué. Est-ce qu'il faut faire une amende? Est-ce qu'un policier doit aller interpeller une pauvre femme avec sa burqa devant tout le monde en lui disant « Madame, vous enlevez votre truc, vous enlevez votre burqa ». Enfin, vous voyez, et puis c'est gênant, quoi, devant tout le monde. Et cette femme... Même si vous êtes contre le principe qu'elle mette une burqa, vous ne pouvez pas être insensible au choc qu'elle peut ressentir. Donc ça mérite peut-être une petite réflexion, je pense, pour bien calibrer les choses, pour ne pas humilier ces femmes. Parce qu'elles n'en demeurent pas moins des femmes. Certes, enfermées dans ce voile qui les empêche d'avoir un visage, mais qui sait pourquoi elles sont dans ce voile? Et elles n'en demeurent pas moins des femmes et des êtres humains. Et ça, je pense que ça nécessite donc un accompagnement pédagogique, associatif, d'y intégrer les associations de femmes, les associations peut-être religieuses aussi. Donc ce processus d'éducation civique qui fait qu'on explique pourquoi. Et ce qui permettrait aux femmes qui vont résister ou qui vont finalement se sentir agressées de comprendre de la pédagogie, on a compris. Et dans cette démarche. Alors, et je trouve que quand Jean-François Copé fait cette proposition, il le fait non sans courage. C'est vrai. Mais il va trop vite. Est-ce qu'il ne brûle pas des étapes? Non, vous le soutenez? Je ne juge pas. Je juge pas le rythme. Je pense qu'il faut respecter le Parlement en tant que député. Donc il ne le respecte pas puisque ça fait déjà 2 mois qu'il parle d'une loi. Il a le droit quand même à sa liberté d'expression. C'est pas moi qui vais vous dire l'inverse. Hein. Mais maintenant, les députés doivent s'entendre. C'est une affaire du Parlement. Le gouvernement a donné sa position par la voix du président de la République. Maintenant, les parlementaires, en tant qu'entité indépendante, doivent s'arranger entre eux. Le président du groupe, le président de l'Assemblée nationale et la commission qui a enquêté sur la burqa. Est-ce que vous ne pensez pas qu'une résolution, objectivement, est-ce que ça va être suffisant, sachant que ce sont une branche islamiste, on va dire, les salafistes en particulier, qui font porter la burqa aux femmes Oui, c'est plus compliqué, bien sûr, je prends un raccourci. Mais est-ce que, dans ces cas-là, la loi de Dieu est supérieure aux lois de la République? Est-ce que, en quelque sorte, ils ne vont pas s'asseoir dessus? Écoutez, moi je vous ai dit la position du gouvernement, c'est celle d'abord d'une résolution, si possible, et puis ensuite une disposition législative. Voilà.
Elle est claire, la position du gouvernement. Okay. Il permet d'affirmer un principe à travers une résolution, après une disposition législative pour faire plus concret. Est-ce que vous êtes donc à Colombes, vous êtes élu à Colombes, vous allez mener cette campagne des régionales. Est-ce que vous croisez des voiles intégraux, on va dire? Alors, je ne mène pas la campagne est menée par Île-de-France et menée par Valérie Pécresse, et dans les Hauts-de-Seine par André Santini. Et je suis numéro 2 dans cette liste des Hauts-de-Seine derrière André Santini, qui est maire d'ici, des Moulineaux. À Colombes, il m'est arrivé, pas souvent, 2 ou 3 fois, de rencontrer, de croiser des femmes avec une burqa. Oui. C'était d'ailleurs la première fois que c'est arrivé, c'était l'année dernière. Et c'était la première fois que je voyais en vrai, en France, à Colombes précisément. Ma réaction, c'était la surprise. Parce que ça se voit, vous savez, c'est dans le paysage, enfin, ça se voit, et je crois que c'est un choc d'abord visuel. Ensuite, l'interrogation, c'est d'abord de se mettre à la place de cette femme et d'essayer de comprendre pourquoi. Et puis les enfants autour, qui ne voient pas leur mère, quand leurs camarades voient les leurs, on se demande... enfin, on est dans une position d'empathie d'abord. Puis après, on a envie de se dire qu'on est loin des principes de la République et de l'égalité homme-femme. Ça, c'est vrai. Alors, vous qui êtes toujours dans cette vous êtes à Colombes, donc, lieu quand même assez populaire, beaucoup d'immigration. Comment a été ressenti le débat sur l'identité nationale? Est-ce qu'il a été malsain, comme le dit la gauche et beaucoup d'observateurs? On m'en a pas parlé, honnêtement. À Colombes, on est dans la boucle nord des Hauts-de-Seine, c'est-à-dire on présente les Hauts-de-Seine souvent comme un département très riche, on parle de coffre-fort, etc. Mais je peux vous assurer que dans la boucle nord, on n'est pas dans cette situation, on a des difficultés de logement, d'emploi, et c'est ça qui préoccupe les gens. Donc, mais l'identité nationale est un sujet... Ça a été un bon débat, selon vous? Est-ce que ça a été un bon débat? C'est un débat qui, moi, sur le principe, m'a pas choqué. Je veux dire, si les gens débattent de ce sujet, ça ne me choque pas. Vous n'avez pas l'air emballé, en revanche. Non, c'est pas ça. C'est que j'ai trouvé regrettable que lorsque ce débat a été lancé, une partie de la classe politique républicaine les boycottait, notamment à gauche. Parce qu'en boycottant, ils ont laissé la voie du débat à l'extrême droite ou au dérapage, qui du coup ont été super médiatisés. Comme ceux de Nadine Morano, c'était un dérapage? Ils ont donné le sentiment... C'était un dérapage, Nadine Morano? Qu'est-ce qu'elle avait dit? Que les jeunes musulmans... Elle a raison de dire que quand on se présente devant un emploi, on n'arrive pas avec une casquette à l'envers et on ne parle pas en verlan. C'est vrai, parce que moi, si je vois un jeune arriver devant moi en parlant à l'envers, avec une casquette à l'envers, en me disant « je veux travailler dans votre cabinet », je vais y réfléchir à 2 fois. Par contre, ce qui effectivement a choqué, c'est le fait qu'elle ait dit qu'elle est identifiée à travers ce jeune homme-là, un jeune musulman. C'est vrai qu'il n'y a pas que le jeune musulman qui s'habille comme ça ou qui parle comme ça. Et tous qui parlent comme ça et s'habillent comme ça ne sont pas tous musulmans. Donc il faut faire attention aux amalgames. Mais nous devons, en tant que républicains, prendre part au débat pour justement donner une vision généreuse, ouverte de l'identité nationale, qui doit effectivement changer, puisque les gens comme moi en font désormais partie. Merci beaucoup, Ramaya, d'avoir été l'invité de Politique. On se retrouve plus tard sur France 24. Tout de suite, les infos. Merci.